Il est entré dans Ice Sky en tant qu'agriculteur avec un pouvoir supérieur à celui du roi démon. L'anime commence par nous présenter le héros de cette histoire, Eraku Mashio, qui parle au dieu qui gouverne le monde. Ce dieu explique à Eraku qu'il a eu une vie très malheureuse, et qu'à cause d'une maladie terminale, il est mort après 39 ans. Il veut donc te donner une autre chance de vivre, en te offrant un corps sain, libre de toute maladie. C'est parce que la raison pour laquelle il a dû vivre une vie aussi cruelle faisait partie de son erreur. Il veut donc réparer son erreur, en lui donnant la vie qu'il souhaitait. Dieu demande alors à Eraku s'il a des souhaits et, après y avoir réfléchi, Eraku lui dit qu'il veut essayer l'agriculture. Depuis qu'il était coincé dans son lit d'hôpital, il adorait regarder une émission de télévision sur l'expérience agricole comme un grand modèle, et comme il ne pouvait pas être très sociable dans sa vie précédente, il aimerait cultiver paisiblement dans un endroit éloigné de la civilisation. Le dieu du monde est d'accord et dit à Erakujinista qu'il va lui donner une nouvelle vie et un corps sain, et après avoir obtenu l'approbation du dieu de l'agriculture, il lui accorde le pouvoir d'un outil agricole omnipotent. Sans rien expliquer de mal, il lui dit de profiter au maximum de sa deuxième vie et le renvoie dans le monde. Eraku se réveille alors dans un corps sain au milieu de la forêt, surpris de pouvoir bouger son corps après si longtemps. Cela l'a beaucoup excité, alors il a dit qu'il allait commencer sa deuxième vie à cultiver dans ce monde. Mais il se rend compte qu'il est au milieu de la forêt et qu'il n'y a rien autour de lui que des arbres, ne sachant pas par où commencer. Il se souvient de l'outil agricole omnipotent qu'il avait mentionné au dieu. Dès qu'il pense à cet outil, il apparaît magiquement dans sa main. Quand il l'utilise, il se rend compte qu'il a une sorte de pouvoir magique, car il peut couper à travers le sol dur et les racines d'arbres sans aucun problème, transformant tout en sol parfait pour faire pousser des cultures. Même ainsi, Eraku se concentre sur la recherche de nourriture et d'eau. Il passe donc son temps à chercher une rivière ou quelque chose à manger. Malheureusement, il ne trouve rien, mais au lieu de cela, il découvre un immense arbre au milieu de la forêt. Comme c'est un excellent point de repère, il décide d'y établir sa base. Et comme il n'a pas trouvé de rivière ou d'étang à proximité, il décide de creuser un puits avec son outil agricole omnipotent. Heureusement, cet outil spécial prend la forme de n'importe quel outil qu'il peut imaginer, sauf les machines complexes. Avec une pelle, il parvient à finir le puits en un rien de temps du tout et découvre qu'il ne se sent pas du tout fatigué. Lorsqu'il trouve enfin de l'eau, il décide qu'il doit chercher de la nourriture, mais réalise qu'il n'a pas faim. Il commence donc à construire une base appropriée en utilisant son outil agricole omnipotent, ce qui rend son travail beaucoup plus facile. Avant longtemps, il parvient à dégager les environs du gigantesque arbre. Mais il ne trouve rien de comestible. En voyant un arbre sur le chemin, il décide de transformer son outil en hache, prévoyant de l'abattre soigneusement. Comme c'est sur le chemin de sa zone de culture, bien qu'il ait prévu de couper l'arbre, il abat petit à petit avec son hache, et surprise, il l'abat, d'un seul mouvement et sans effort. Cela surprend Eraku, qui se précipite pour voir l'arbre lourd tomber en quelques secondes. Évidemment, c'est dû à la compétence que le dieu lui a donnée. Donc il ne perd pas de temps et commence à traiter le bois. Grâce à son outil, il peut couper du bois dur, comme du beurre et se débarrasse bientôt de plusieurs arbres. Mais malgré avoir du bois, Eraku n'a vraiment aucune idée de comment construire une maison de zéro sans clous ni adhésif. Quand le soleil commence à se coucher, il panique car il n'a aucune source de lumière. Comme il ne peut pas utiliser d'outils pour créer quelque chose pour s'éclairer, il essaie de faire un feu. Mais comme il est déjà trop tard, il s'inquiète de la lumière, car il n'a pas de source de lumière. Incapable de dormir, il transforme son outil en ciseaux pour tailler des outils qui seront utilisés pour construire sa hutte. Quand l'aube se lève, il parvient enfin à allumer un feu et dégage la zone afin qu'il puisse planter dans le champ. C'est parce que, peu importe combien de temps a passé, le Hirakujinu ne se sent pas fatigué d'utiliser son outil. Cependant, il réalise qu'il commence à avoir faim et prévoit de chercher de la nourriture. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un lapin sauvage saute devant lui, qui n'a d'autre choix que d'utiliser son outil pour se défendre. Sans le planter, le lapin s'avère être son premier repas dans ce monde. Ayant enfin mangé, Hiraku construit des toilettes et commence à travailler le sol pour commencer à planter un champ, pensant à tout ce qu'il pourrait cultiver pour récolter. Le soir, il finit enfin de labourer tout son champ, mais réalise qu'il n'a toujours pas de graines à semer. Avec peu de choses à faire, il décide d'aller se coucher pour chercher des graines le lendemain. Mais quand il se réveille, il est surpris de voir que, grâce à l'outil agricole, plusieurs pousses de plantes poussent dans le sol qu'il avait labouré. Donc la prochaine chose qu'il doit faire est de protéger son champ des lapins géants et autres monstres possibles. Hiraku commence à construire une clôture autour de la zone, créant un grand fossé pour empêcher les lapins d'entrer.
Pendant plusieurs jours à travailler sur la clôture, il parvient à survivre grâce à la nourriture que lui offrent les lapins qui ont tenté de l'attaquer à nouveau. En parallèle, les plantes poussaient de plus en plus vite, surtout lorsqu'il les arrosait, avec l'outil spécial que Hiraku avait transformé en arrosoir. Après beaucoup de travail acharné, Hiraku parvient enfin à construire la petite cabane, qui, bien qu'elle ne soit pas grande, vaut mieux que de vivre dans un tronc d'arbre. Les jours passent et, contrairement à sa vie précédente, Hiraku profite de chaque jour et se sent de plus en plus motivé. Un jour, Hiraku trouve 2 chiens qui semblent être blessés à la périphérie de son champ. Il place alors une planche en bois pour que les 2 chiens puissent passer et leur donne de la viande de sanglier. Après un moment, Hiraku ramène les chiens dans sa petite cabane pour la nuit, car apparemment la femelle était sur le point de mettre bas. En effet, le lendemain matin, Hiraku est ravi de voir 4 nouveaux chiots dans la cabane. Il coupe donc la meilleure partie du sanglier pour donner aux chiens en célébration de la naissance. Après quelques jours, il construit une plus grande hutte pour lui-même, car les chiens ne veulent pas quitter la première qu'il a construite. Enfin, les nouvelles plantations étaient prêtes et il a pu récolter des tomates. Les chiens, qu'il a nommés Kuro et Yugi, ont apparemment décidé de vivre avec lui de manière permanente. Pendant qu'il passe le temps joyeusement, il s'occupe de ses cultures et les chiens veillent sur les animaux et patrouillent les environs. D'un autre côté, nous voyons encore une fois le dieu du monde, qui se demande comment va Hiraku. Mais quand il décide de jeter un œil sur ce monde, il est choqué de réaliser qu'il a en fait été envoyé dans une forêt, dans une zone très dangereuse pleine de monstres maléfiques. Une forêt qu'ils appellent même la forêt de la mort. Le dieu est très alarmé par cela, mais malheureusement, il ne peut rien faire pour intervenir, car ce serait une violation des règles. Cependant, après un certain temps, les plantations de Hiraku évoluent, et il réalise que, pour semer, il lui suffit de penser aux fruits ou aux légumes qu'il veut, tout en semant le sol, et c'est ce qui poussera là, sans avoir besoin de graines. Il a aussi planté des arbres fruitiers à proximité, même s'il savait qu'il mettrait plus de temps à porter des fruits. La nourriture s'est également améliorée au fil du temps grâce aux légumes, bien qu'il n'ait pas pu obtenir de sel. Puis un jour, Hiraku remarqua que les chiens avaient des cornes sur la tête, mais il ne s'en soucia pas beaucoup, car il était dans un autre monde. Grâce aux chiens, Hiraku pouvait explorer la forêt sans se perdre. Alors un jour, il atteignit enfin une rivière. Il prévoyait donc de créer un chemin pour relier l'eau de la rivière à sa maison, même si cela prendrait du temps, car la rivière est à 30 minutes de marche de chez lui. Néanmoins, Hiraku se concentre sur l'expansion de ses terres agricoles, plantant du blé, de la canne à sucre pour faire des bonbons et d'autres nécessités. Il réalise bientôt qu'il fait de plus en plus froid et comprend que l'hiver arrive, donc il doit s'organiser. Il essaie d'utiliser les peaux des géants lapins pour se protéger. Il ne fait que collecter de la nourriture pour l'hiver et survit en s'éloignant de la cabane. Mais un jour, ses chiens tombent sur quelque chose d'inhabituel, et quand Hiraku va investiguer, il trouve un énorme coussin noir. Ou du moins, c'est ce qu'il semble, et, à sa grande surprise, il réalise qu'il s'agit vraiment d'une énorme araignée. Elle est très douée pour créer des toiles avec sa toile. Cette araignée commence à vivre dans le grand arbre, se nourrissant de les pommes de terre que Hiraku lui donne, car c'est sa nourriture favorite. En plus des tissus, Hiraku découvre que l'araignée sait aussi fabriquer des vêtements à la perfection et transforme même les peaux d'animaux en manteaux, ce qui est très bien pour l'hiver. Avec des feuilles et des tissus, Hiraku peut fabriquer un lit pour dormir, ainsi que des rideaux qui bloquent le vent et d'autres choses, rendant sa maison un endroit de plus en plus civilisé. Alors que l'araignée s'installe dans le grand arbre, Hiraku décide de lui donner un nom et l'appelle Sabinas. Tandis que les chiens se mettent à l'abri dans leur propre cabane, l'araignée hiberne dans son arbre et Hiraku reste dans sa cabane, toute la journée près du feu, se nourrissant de légumes non salés. Malgré son mode de vie tranquille, Hiraku ne peut s'empêcher de se sentir très seul, car il ne se souvient même plus de la dernière fois qu'il a parlé à quelqu'un et craint d'avoir peut-être oublié comment parler. Enfin, le froid commence à se dissiper, faisant fondre la neige et le printemps arrive. Ainsi, Hiraku finit par quitter sa maison et, après quelques jours, il réalise que quelque chose arrive aux chiots, qui ont clairement grandi. Un jour, les petits entrent dans la forêt, quittant l'endroit où ils se trouvent, et Hiraku ne peut s'empêcher de ressentir de la joie et de la tristesse d'avoir pris soin d'eux et de les avoir vus grandir si bien et si vite. À sa grande surprise, quelques jours plus tard, les petits sont revenus, tous ceux qui avaient apparemment parti à la recherche d'un partenaire dans la forêt. Soudain, Hiraku est tombé sur une autre surprise. La toile d'araignée est apparue avec un groupe de bébés. Ainsi, tous les animaux qui vivaient avec Hiraku ont maintenant leur propre famille, ce qui le rend un peu jaloux et un peu plus seul. Hiraku continue de planter joyeusement des cultures et étend également ses champs. Après tout, il a maintenant beaucoup de bouches à nourrir.
Cependant, son travail est interrompu par son sentinelle, qui l'avertit qu'il y a un intrus à proximité. Hiraku sait que c'est l'alarme qu'ils ont mise en place, alors il se précipite pour enquêter pour savoir si c'est quelque chose de dangereux. Kuro le guide et l'emmène au milieu de la forêt, où Hiraku trouve une petite fille albinos en train de pleurer, sans vêtements et dans un état terrible. La fille tremble de peur alors qu'elle est entourée de chiens et de l'énorme araignée. Alors, quand elle voit Hiraku, elle lui demande de la sauver. Hiraku est surpris de pouvoir la comprendre, donc il s'approche d'elle et lui offre son aide pour que la fille puisse être sauvée. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, la fille astucieuse se jette sur lui sans prévenir, mordant le cou d'Hiraku. Hiraku tombe en arrière, surpris, alors que la fille commence à se transformer. La fille grandit en quelques secondes, révélant une femme plus âgée, maintenant vêtue et sans une égratignure. La fille remercie Hiraku de l'avoir sauvée et, avant longtemps, les chiens sautent et l'attaquent à nouveau. Hiraku les arrête et, lorsque les chiens s'éloignent, il se rend compte que la fille a récupéré son corps d'enfant et rétréci à nouveau. Il en profite pour lui demander si elle est une ennemie ou si elle veut lui faire du mal. La femelle albinos dit non, alors elle lui demande de faire reculer ses chiens. Mais il lui dit que cela n'est arrivé que parce qu'elle l'a mordu, mais elle dit qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. Hiraku réalise qu'elle paraît vraiment inoffensive et comprend bientôt qu'elle n'a bu son sang que pour regagner sa force. C'est parce qu'elle a tant dépensé d'énergie qu'elle ne pouvait plus maintenir la forme de son corps ou de ses vêtements. Hiraku lui demande alors pourquoi les chiens l'ont attaquée et elle répond qu'elle pensait pouvoir se mesurer à l'un d'eux. Donc, oui, c'est elle qui a commencé tout ça. Cependant, Hiraku se sent mal pour la raclée qu'elle a prise, alors il propose de lui permettre de boire un peu plus de son sang pour qu'elle puisse se rétablir. La petite albinos commence alors à boire son sang et, bien que Hiraku se sente un peu faible parce qu'il lui donne tant de son sang, il se sent encore capable d'en donner beaucoup plus. Cela est probablement dû à l'avantage d'avoir un corps aussi sain. Le petit vampire grandit à nouveau et commente qu'il n'a jamais goûté de sang aussi plein de vitalité, donc il doit mener une vie très saine. Hiraku la regarde un instant et lui dit que elle est plus petite que la dernière fois où elle s'est transformée. La fille répond alors qu'avec encore plus de son sang, il sera en danger. Mais Hiraku dit qu'il peut boire autant qu'il le souhaite. Donc, quand il a fini, la fille reprend sa taille originale et l'accompagne. Hiraku est séchant, surpris qu'il y ait une telle chose dans la forêt. Hiraku lui montre ses cultures et découvre qu'elle n'a jamais vu de tomates auparavant. Donc apparemment elles ne sont pas normales dans ce monde. Même ainsi, il lui fait goûter une tomate et la fille est ravie du goût. Cela rend Hiraku très heureux, car c'est agréable de entendre quelqu'un louer son travail pour la première fois. Rurushi est plus curieuse au sujet des autres cultures, alors Hiraku passe la journée à lui montrer les différents types de légumes qu'il a plantés, et passe un après-midi agréable avec elle. La nuit, Hiraku en apprend davantage sur la fille, par exemple, le fait que son nom, c'est Rurushi et qu'elle est une vampire qui peut utiliser la magie. Dans la hutte, Rurushi prenait des notes sur tout ce qu'elle avait appris, car elle est en train de rechercher des plantes médicinales et n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait apprendre autant de nouvelles choses et d'espèces en une seule journée. Elle dit qu'elle a eu une petite bagarre avec des nobles qui essayaient de voler ses recherches et, après cela, les nobles ont envoyé quelqu'un de très dangereux pour la poursuivre. Alors elle a décidé qu'il valait mieux rester tranquille quelque part jusqu'à ce que les choses se calment. C'est pourquoi elle est allée dans cette forêt, et aussi, pourquoi être là pour l'aider dans son enquête. Cependant, elle a découvert plus que ce qu'elle avait imaginé, et maintenant elle n'a aucune idée du nombre de jours qu'il faudra pour inspecter tout ce qu'elle a vu dans le champ de Hiraku. De plus, il a presque été anéanti au début, donc l'endroit vit vraiment à la hauteur de sa réputation sauvage. Hiraku lui demande ce qu'elle entend par réputation, ce qui confond beaucoup Rurushi. Et elle se demande s'il ne sait vraiment pas. Même après avoir vécu là si longtemps et apprivoisé toutes ces bêtes. Cependant, Hiraku répond qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle. Rurushi change de sujet pour parler de l'outil de Hiraku, car elle n'a jamais vu ce genre de magie auparavant. Mais Hiraku n'en dit pas beaucoup à ce sujet, disant que c'est une sorte d'outil magique. La fille commente avec excitation qu'elle a encore beaucoup à apprendre. Bien qu'elle vive depuis si longtemps. En même temps, Hiraku est pensif car c'est une journée pleine de surprises et il ne peut pas croire qu'il a rencontré Rurushi. Puis il réalise que la chance ne frappera peut-être plus à sa porte. Alors il trouve sa réponse et surprend la fille en lui demandant de rester avec lui. Pour toujours, car il ne veut pas laisser passer cette opportunité. Rurushi est gêné par la demande soudaine et explique qu'on la poursuit et qu'elle est un vampire. Mais Hiraku lui assure que cela ne change rien pour lui. Il dit qu'il n'a jamais été bon pour gérer les autres, et c'est pourquoi il vit loin des gens. Mais il ne sait toujours pas combien d'années de plus il pourra supporter. Finalement, Rurushi se calme et dit que c'était une proposition de mariage très soudaine. Hiraku répond que sa vie dans la forêt est très solitaire,
donc il a pensé que ce serait une bonne idée si elle acceptait de vivre avec lui. Rurushi demande s'il était sérieux quand il lui a demandé de rester avec lui pour toujours. Et Hiraku réalise ce qu'il a vraiment demandé et rougit aussi, laissant Rurushi légèrement agacé par lui. Elle lui demande s'il ne lui demandait pas de l'épouser. Hiraku devient nerveux et lui dit cela, et c'est exactement ce qu'il veut. Alors il la supplie d'accepter. Rurushi le calme un peu, sourit et lui dit qu'elle accepte sa demande. Cela rend Hiraku très heureux, et il ne peut s'empêcher de l'embrasser pour célébrer. Ainsi, Hiraku et Rurushi commencent à vivre dans la cabane et à travailler ensemble au champ. Au bout d'un certain temps, Rurushi parvient à aider Hiraku de diverses manières. Par exemple, en installant des sources de lumière avec la magie. Elle aide également à trouver du sel après tout ce temps, améliorant considérablement la qualité de la nourriture. Un jour, tandis qu'ils observaient le retour des arbres fruitiers, Sabiton sonne l'alarme à nouveau, et quand ils vont enquêter, ils trouvent les chiens entourant un ange, qui leur demande de lui pardonner de les avoir attaqués en premier. Hiraku se précipite pour la libérer des toiles de Sabiton, et quand la fille est enfin libre, elle utilise la magie pour guérir ses blessures et restaurer ses vêtements. Puis elle fait disparaître ses ailes. Hiraku est surpris et commente à quel point il est pratique de savoir utiliser la magie. Mais il s'inquiète en voyant Rurushi essayer de se cacher. Quand l'ange la voit, elle devient furieuse, lui disant d'arrêter de reculer et de s'enfuir. Mais quand elle le fait, les chiens l'attaquent à nouveau. Alors elle n'a d'autre choix que de se calmer et d'aller à la cabane pour avoir une conversation plus calme. C'est là qu'elle discute du fait que les chiens soient les démons, et que se battre contre eux est une condamnation à mort. Anya demande ensuite à Rurushi ce qu'il en est d'Hiraku, et elle répond, rougissant beaucoup, en disant qu'Hiraku est son mari. Cela la surprend beaucoup, car c'est la première fois qu'elle voit Rurushi amoureuse de quelqu'un. Elle décide alors de se présenter correctement, faisant apparaître ses ailes. Apparaît à nouveau en disant que son nom est Anti, un ange. Hiraku demande si elle sert Dieu directement, mais Rurushi lui assure que ce n'est pas si important, et que les anges ne sont qu'une race de guerriers avec plus de muscles que de cerveau. Cela offense Tia, qui précise qu'il fut un temps où ils étaient vénérés, mais qu'ils ne sont maintenant que des êtres normaux. Hiraku lui demande pourquoi elle poursuit Rurushi, et elle répond qu'il y a une grosse récompense pour elle, pour tous les dégâts qu'elle a causés à la ville. Rurushi s'excuse en disant qu'il y avait un noble très ennuyeux qui lui faisait faire de la médecine et des drogues de manière exigeante, donc, elle a ressenti le besoin de lui donner une petite leçon. Tia s'exclame qu'il n'y avait rien de petit dans ce qu'elle a fait, expliquant qu'à chaque fois que quelque chose la dérangeait, elle commençait à faire exploser des choses. Rurushi admet finalement qu'elle a peut-être fait quelque chose de mal et fait remarquer à Hiraku que la raison pour laquelle elle s'est retrouvée dans la forêt est qu'elle fuyait ça tante, et Anti est surprise que Rurushi admette qu'elle est faible. Cependant, Rurushi explique qu'elle ne pouvait réaliser à quel point elle était vraiment faible que, lorsqu'elle a fait face au chien d'Hiraku, ce que Tia comprend immédiatement, car même elle ne pouvait pas leur faire face. Rurushi change alors de sujet et ne perd pas de temps pour proposer à sa tante de venir vivre avec eux. Avant que la fille puisse répondre, Rurushi lui montre les champs et les vergers de pommiers. Elle lui présente aussi Sabiton, mais lorsqu'elle voit l'énorme araignée, Tia s'évanouit de peur et a la même réaction lorsqu'elle est présentée au chien. Pour le reste de la journée, elle a aidé Hiraku et Rurushi à récolter quelques cultures. Et Rurushi a goûté quelques feuilles de chou frais et a également été ravi du goût. Dans l'après-midi, ils ont terminé la récolte de beaucoup de légumes et Tia était complètement épuisée. Le soir, ils essaient des fraises pour la première fois. Et cette fois, ils sont encore plus ravis du goût. Cela suffit à la convaincre que l'agriculture est beaucoup plus satisfaisante qu'elle ne l'avait prévu. Rurushi lui dit alors qu'il a été décidé qu'elle vivrait avec eux. Donc la tante commence définitivement à vivre avec eux, aidant avec les plantations et même la construction, créant des balises en pierre pour soulever le matériel lourd. Un jour, Tia demande à Hiraku s'ils peuvent cultiver beaucoup plus de fraises. Arama Hiraku explique que même s'ils étendent les champs, ils ne pourront pas gérer toutes les cultures, car ils travaillent à pleine capacité. De plus, s'ils cultivent trop, ils risquent de ne pas pouvoir finir de manger tout ce qu'ils récoltent. En marchant, ils trouvent plus de chiots, car les enfants de Kuro et Yuki ont eu leurs propres enfants, formant une grande famille de chiens, et puisque la cabane ne sera pas grande assez, Hiraku décide de construire un espace pour les chiens à côté du verger. Entre-temps, plusieurs des enfants de Sabudan partent également en voyage. Si bien qu'il n'en reste que quelques-uns. Tia décide aussi de partir, en précisant qu'elle ne sera pas absente longtemps et quitte les lieux sans plus de cérémonie. Des jours plus tard, elle revient avec 7 filles, expliquant qu'elles sont toutes des hautes elfes, qui vivaient autrefois dans un village au nord, mais que la plupart de leur peuple a été exterminé après avoir été entraîné dans la guerre humaine, si bien que leur race s'est dispersée, et elles errent sur Terre à la recherche d'un endroit où s'installer et se sentir chez elles. Pour cette raison,
Tia demande à Hiraku de leur permettre de vivre avec eux aussi, promettant qu'ils sont très bons et travailleurs. Rurushi lui dit que c'est une bonne idée, car les hauts elfes sont une race très talentueuse et ils sont tous très jeunes. L'un d'eux lui dit qu'elle est la plus âgée et a un peu plus de 400 ans. Tandis que la plus jeune dit qu'elle a environ 300 ans. Hiraku le permet, mais dit qu'ils doivent s'entendre avec tous les différents compagnons qui vivent déjà là. Les filles sont très heureuses à ce sujet et précisent qu'elles n'ont aucun problème avec cela, mais elles s'évanouissent aussi en voyant que les compagnons sont Sabudan et le chien. Pendant plusieurs jours, ils ont travaillé à la construction d'un nouvel endroit plus grand, parce que tous les 7 voulaient vivre ensemble. Heureusement, ils savaient tous plus de choses sur la construction que Hiraku, et au fur et à mesure que la construction avançait, les filles étaient surprises de voir qu'Hiraku pouvait abattre des arbres géants sans effort. Ils ont travaillé ensemble et Hiraku a beaucoup appris des filles, progressant de plus en plus dans la construction. Ainsi, après 10 jours, ils ont réussi à construire une maison bien plus grande et meilleure que le petit abri d'Hiraku. Hiraku se sent un peu jaloux de leur maison, mais il est heureux de savoir qu'ils technique des hauts elfes et peuvent reconstruire leur propre hutte. Une fois que les filles se sont installées dans leur nouveau foyer, elles passent leur journée à aider dans les champs. Elles disent à Hiraku que, pour le remercier de les laisser vivre ici, elles prévoient de faire un peu de minage et de forge pour lui, car elles sont très douées pour ça. Après 200 ans à errer dans le monde, elles aimeraient commencer par construire un four pour fondre le fer. En un rien de temps, les filles mettent rapidement en place un stand de forge et fabriquent des choses très utiles pour leur séjour là-bas. Peu après, elles remarquent le champ de blé et font du pain en utilisant leur propre four, ce qui rend Hiraku très excité. Alors qu'il mange du pain, Hiraku se souvient soudain de quelque chose et, bien que ce soit un peu tard, demande à Rurushi si la terre appartient à quelqu'un. Elle répond que pas vraiment, mais que techniquement, la forêt est sous le contrôle du roi démon. Hiraku est terrifié d'entendre cela, mais Rurushi précise que tant qu'il n'a pas reçu de soutien pour tout construire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et comme Hiraku a tout construit lui-même, sans aucune aide, la terre lui appartient. Et c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. Donc tout le monde continue à vivre paisiblement dans la forêt. Les filles commencent à commenter entre elles à quel point Hiraku est incroyable, car non seulement il a apprivoisé tous ces loups de l'enfer, mais il a aussi apprivoisé une araignée démoniaque. Et il n'a aucune idée que ces créatures sont extrêmement dangereuses. Un jour, Hiraku rencontre une reine abeille géante que Sabutan a capturée et veut qu'Hiraku l'adopte. Bien que cela lui semble dangereux, l'abeille refuse de l'attaquer à cause de sa peur de Sabutan. Ainsi, Hiraku reste avec l'abeille et construit une petite maison pour son nid près du verger. Contrairement à la reine abeille, les abeilles ouvrières sont de taille normale et peuvent construire un grand nid à l'intérieur de la maison en seulement 10 jours. Hiraku construit également un grand lac pour quand il apporte de l'eau du fleuve par le canal, bien qu'ils doivent encore le construire, car l'utilisation du bois dans le canal causerait trop de fuites. Hiraku utilise son outil agricole omnipotent pour compacter parfaitement le sol, créant un matériau aussi dur que le béton. Avec tout le terre restante de la excavation du lac, Hiraku fabrique assez de pièces pour construire le canal. Avec l'aide des elfes, ils travaillent dur pour construire le canal rapidement et, en un temps record, ils ont une connexion d'eau du fleuve au lac. Hiraku est également heureux de voir que même les poissons sont en arrivant au bassin, car il n'en avait pas encore eu. Marushi s'inquiète un peu en voyant Hiraku cuisiner les poissons de la forêt de la mort, car elle ne sait pas si c'est sûr à manger. Donc il laisse Hiraku goûter d'abord pour voir s'il est sûr. Hiraku goûte le poisson après une longue période et réalise qu'il a le goût du saumon. Donc il l'offre aussi aux filles, et finalement, comme tout le monde l'a adoré, Hiraku conserve les autres poissons qu'ils ont attrapés avec du sel pour les conserver. Et maintenant qu'ils ont construit un cours d'eau, Hiraku dit aux filles que sa prochaine cible est le riz. Il construit rapidement les rizières, les remplissant d'eau, et toutes les filles l'aident. Plante le riz, tandis que les enfants de Sabutan veillent à ce que les ravageurs ne pénètrent pas dans la zone. Les plants de riz poussent beaucoup plus vite que Hiraku ne l'avait prévu, donc il récolte rapidement le riz et le laisse sécher au soleil. Quand il perd toute son humidité, il commence à l'éplucher, puis retire les feuilles et la matière végétale. Après un long processus, les grains de riz sont enfin prêts. Donc Hiraku les cuit et fait des boulettes de riz, garnies du poisson qu'il avait cuisiné plus tôt. Ces boulettes de riz font un tel tabac auprès de toutes les filles, qu'ils oublient de laisser un peu à Hiraku pour manger. Ils continuèrent à travailler dans les rizières pendant les jours suivants, et, comme le travail se terminait toujours avec tout le monde couvert de boue, Hiraku décida de construire un endroit où ils pourraient tous prendre un bain chaud. La construction commença immédiatement et ils construisirent bientôt des fours pour chauffer l'eau. Ils construisirent une zone de lavage et une très grande baignoire avec une solution d'eau usée.
Tia recommanda l'utilisation de Slim, car ils se nourrissent de déchets et de matières organiques mortes, et ensuite purifient, donc ils sont pratiquement des machines de nettoyage de la nature. Alors Tia apporte plusieurs Slim et Hiraku les jette dans un bassin de purification qu'elle a construit pour les Slim dans les égouts, résolvant ainsi le problème. Tandis qu'Hiraku ramasse du bois de chauffage, il remarque une petite champignonnière sur un morceau de bois. Mais comme il ne sait pas comment différencier les champignons de ce monde, il a une idée et sur les 2 morceaux de bois, il utilise l'outil agricole omnipotent pour faire pousser les champignons qu'il connaît. Une fois qu'il a fini de le faire, il décide enfin d'essayer le bain qu'il a construit. Après avoir montré aux filles comment ça fonctionne, il entre dans le bain après une longue période, sans prendre de bain comme ça, car il s'avère que dans sa vie précédente, il ne pouvait pas prendre de bain quand il était à l'hôpital. Donc quand il entre dans l'eau chaude, il sera dans un état de détente totalement heureux. Cependant, sa détente est interrompue lorsque les autres filles entrent dans la baignoire. Et il n'est pas en mesure de se détendre comme il l'espérait. Et bien qu'il ait proposé l'idée de construire une baignoire juste pour les hommes, les filles ont rejeté l'idée qu'il ait une baignoire entière pour lui tout seul. Un jour, Hiraku découvre que sa culture de champignons a été un succès et décide de faire un ragoût. Mais avant de le faire, les chiens attirent son attention parce qu'ils ont découvert un groupe de 5 elfes et les ont amenés sur leur propriété. Léa explique qu'ils vivaient dans le même village et qu'ils avaient environ 200 ans. Hiraku accepte alors de les laisser vivre là aussi. Ils décident donc tous de commencer à construire une maison encore plus grande. D'autre part, il nous a révélé l'histoire de Kiro et Yuki, un magnifique couple de loups, qui ont été attaqués pendant leur séjour dans la forêt. Bien que Yuki soit enceinte, ils ont été attaqués par le prétendu ours combattant, le roi de la forêt. Par pure chance, il ne les a pas mangés, mais ils ont été sérieusement blessés et n'ont donc pas pu se marier. Ils étaient si affaiblis que même leurs anciennes proies les ont aidés et, avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils avaient tous deux atteint le centre de la forêt, l'endroit où même l'ours combattant n'osait s'aventurer. C'est là qu'ils ont trouvé Hiraku, et ils n'avaient aucune idée de comment un humain paraissant si faible pouvait survivre seul dans cette forêt. Mais Kiro a réalisé que c'était à cause de l'outil d'Hiraku, car il pouvait ressentir une puissance illimitée qui en émanait et, bien qu'ils aient pensé que leur vie était terminée, Hiraku partagea sa nourriture avec eux et prit soin d'eux. Après la naissance des oursons, aucun d'eux ne voulut se battre contre lui, et ils décidèrent tous deux qu'Hiraku serait leur maître. Après avoir vécu si longtemps avec lui, ils réalisèrent qu'il était plus que l'humain faible qu'ils pensaient qu'il était. Et sa seule préoccupation est que Hiraku ne semble ni comprendre ni avoir idée qu'ils ne sont pas de simples chiens, mais des monstres terrifiants appelés loups de l'enfer. Pourtant, Kiro est très reconnaissant que sa bonne fortune l'ait conduit à rencontrer Hiraku. Après plusieurs jours, la nouvelle maison est enfin prête, beaucoup plus grande que toutes les précédentes et même avec une cave idéale pour stocker de la nourriture et des feux d'artifice. Après avoir nettoyé chaque coin de sa nouvelle maison, Hiraku décide de sculpter 2 statues en bois de ses chiens pour les placer à l'entrée de la maison. Quand tout le monde s'est installé dans leur nouvelle maison, Hiraku essaie de préparer un nouveau plat qu'ils n'ont pas encore goûté. Il décide donc de préparer du curry, quelque chose que les filles n'ont jamais entendu parler auparavant. Avec l'aide de Tia et Rurushi, Hiraku collecte les épices nécessaires pour faire du curry dans les champs où il a travaillé depuis avant, quand il finit de rassembler ce dont il a besoin. Cependant, il se rend compte que les filles ont disparu. Il rentre donc chez lui avec une seule fille qui l'aide à cuisiner, et elle explique que Rurushi et les autres filles sont occupées avec une enquête. Pendant qu'ils cuisinent tous les deux, l'arôme de la nourriture attire les autres filles et même les chiens qui regardaient juste. Le soir, les filles rentrent et le curry est enfin prêt, alors tout le monde se rassemble ensemble pour manger et, comme prévu, tout le monde a tellement apprécié que, une fois de plus, ils ont tout mangé et n'ont rien laissé derrière. Un jour plus tard, tout le monde commence à se préparer pour l'hiver car ils passeront la plupart de leur temps à l'intérieur. Alors Hiraku s'assure de stocker suffisamment de bois de chauffage dans le sous-sol et demande à l'araignée des couvertures supplémentaires à l'avance. Pendant que les elfes travaillent à la forge et sur d'autres projets, Tia et Rurushi s'occupent de préserver de la nourriture pour l'hiver. Puisque les chiens ne peuvent pas chasser très bien pendant l'hiver, elle veut stocker autant de viande que possible. Hiraku crée également un dépôt de neige pour préserver les légumes pour l'hiver. Lorsqu'Hiraku voit les filles utiliser la magie pour travailler, il pense à quel point ce serait utile de pouvoir utiliser la magie, même si c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. La nuit, il parle à Rurushi, qui explique qu'il ne peut pas utiliser la magie sans l'étudier, même s'il s'agit de magie de base. Hiraku admet qu'il a vu la magie utilisée si facilement qu'il pensait qu'il pouvait le faire aussi. Mais peu importe combien de fois il a essayé, il n'a jamais réussi. Cependant, Hiraku exprime à quel point il est heureux d'avoir leur aide, car elles sont incroyables. Et tout ce qu'il a fait, c'est s'occuper du jardin et cuisiner.
En entendant cela, Rurushi le réconforte en disant qu'il est vraiment le plus incroyable de tous, car personne n'aurait pu vivre dans cette forêt aussi longtemps que lui, ce qui fait de lui le premier et le seul à l'avoir fait. Quand l'hiver arrive, Hiraku taille du bois pour fabriquer des jeux de société, car ils ont besoin de divertissement pendant qu'ils restent à l'intérieur. Après avoir expliqué les règles de divers jeux, la plupart des filles commencent à jouer, montrant leur côté compétitif. Même Kuro aide avec quelques jeux et joue sa propre partie d'échecs contre Yuki. Hiraku est surpris que les chiens comprennent les règles des autres et, bien qu'il trouve cela mignon à première vue, il ressent une énergie inquiétante émanant d'eux. Même Rurushi essaie de jouer contre les chiens mais finit par subir une défaite écrasante. Hiraku joue également contre les filles et essaie de se venger de Rurushi. Mais tout comme elle, il finit par être complètement vaincu, donc, il décide de jouer à un autre mini-jeu qu'il avait aussi créé. Mais même dans ce jeu, les filles le battent, alors ils passent l'hiver ensemble dans un environnement très chaleureux et jouent toute la journée. Les jours passent plus vite qu'ils ne l'avaient prévu. Car bientôt la neige fond et le printemps revient. Lorsque le temps se réchauffe, Hiraku sort de la maison pour donner des pommes de terre à s'habitant. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils entendent l'alarme et, grâce à en fonction du nombre de coups, les Hiraku sont capables de déterminer dans quelle direction l'intrus s'approche. Puis ils regardent dans cette direction et voient une énorme créature s'approcher à grande vitesse. Hiraku demande si c'est un dragon, mais Tia précise, très préoccupée, qu'il s'agit d'une Largatixa volante. La bête se prépare à attaquer, alors Tante et Rurushi créent une défense magique. Tous deux parviennent à créer une énorme barrière qui protège tout l'endroit, y compris le grand arbre. Malgré cela, plusieurs morceaux de débris non brûlés tombent près des champs, alors les elfes éteignent le feu. Tia demande s'ils devraient attaquer, mais Rurushi admet qu'elle n'est pas sûre qu'ils peuvent traverser la barrière du Largatixa volant, et ils ne peuvent pas s'échapper non plus, car la bête les suivra. Hiraku désespère, ne sachant pas quoi faire, et c'est aussi le cas des filles, alors que le dragon menaçant commence à s'avancer vers eux en ignorant tout le reste. Hiraku se dit que la chose la plus importante est de protéger tout le monde. En y réfléchissant, il transforme surprenamment son outil de ferme en une puissante lance. Malgré le fait de ne pas tout comprendre, Hiraku ne perd pas de temps et décide d'utiliser la lance contre le dragon volant. La bête crée 3 barrières protectrices contre l'attaque, mais celle d'Hiraku. La lance parvient à traverser une des ailes du dragon. La lance est renvoyée dans la main de Hiraku, qui, sans hésiter, la lance à nouveau, avec force, et cette fois elle perce le poitrine du dragon, le faisant tomber dans la forêt. Quand tout fut fini, les filles étaient sans voix et complètement choquées. Bien que le champ de culture ait subi quelques dommages, tous les bâtiments se sont révélés être en bon état, alors elles décidèrent d'aller voir le cadavre du dragon dans la forêt. En le rencontrant, Hiraku demande s'il y a beaucoup de bêtes comme ça dans les environs, et Rurushi répond que oui, mais seulement dans les endroits où elles vivent. Et qu'il est très rare de trouver un aussi gros dans la forêt. Très sérieusement, Hiraku demande alors s'il est possible qu'une personne ait envoyé ces tisserands spécifiquement pour les attaquer. Mais sa tante lui dit que c'est peu probable, car même si le dragon était sous le commandement de quelqu'un, cette personne n'enverrait pas une créature aussi rare et précieuse, simplement pour vérifier quelque chose dans la forêt, donc il est plus probable qu'il s'agissait d'une créature sauvage agissant de son propre chef. Et Hiraku en arrive à la conclusion que tout cela n'était qu'un malheureux et rare accident. Malgré la création d'une atmosphère quelque peu tendue, toute la gravité d'Hiraku disparaît lorsqu'ils demandent s'ils peuvent manger cette bête. Peu après, ils rentrent chez eux et préparent à manger le Largatixa. Tandis que Tia explique que la viande de l'animal est en réalité considérée comme une délicatesse. Hiraku prépare un steak grillé, des boulettes de viande à la vapeur, et même un ragoût de légumes, préparé avec la viande de la queue du dragon. À la surprise de tous, la viande s'avère très tendre et pleine de saveurs, si bien que tout le monde est satisfait du repas. Pendant le dîner, Rurushi demande discrètement à Tia si elle aurait pu bloquer une attaque de la lance qu'Hiraku a utilisée plus tôt. Mais elle répond que même un roi démon ne bloquerait pas cette attaque. Après tout, ce n'était qu'une seule attaque avec laquelle il a percé les 3 couches barrières du dragon et a ensuite transpercé sa poitrine. Les filles en viennent à la conclusion qu'elles ont eu beaucoup de chance que les chiens soient les premiers qu'elles aient rencontrés en arrivant dans la forêt. Imaginez juste être frappé par un coup de Hiraku. Et de l'autre côté de l'écran, le château du roi démon et le royaume des démons sont montrés. On y voit 3 des 4 grands généraux du roi démon discuter du rapport qu'ils ont reçu concernant un dragon qui a été abattu. Aucun d'eux ne peut croire qu'une telle bête a été vaincue, car si un seul dragon s'approchait d'eux, cela suffirait à mobiliser toutes leurs forces militaires. Un d'eux explique que, selon le rapport, le grand dragon a été attaqué depuis le sol et tué avec 2 coups de feu.
Les deux autres généraux sont incrédules et paniquent même à l'information, disant qu'ils ne peuvent pas combattre quelque chose comme ça. Mais l'unique homme calme des trois déclare que, avant que la peur et la panique ne commencent à s'installer parmi les citoyens, les 4 généraux doivent gérer la situation. Cependant, Landon propose sa démission en tant que solution et quitte son poste sans hésiter. Ailleurs, on nous montre également l'immense tanière où un grand dragon appelé Dream parle à son survivant Gucci. Après avoir vu le dragon vaincu, Dream demande à Gucci ce qu'il pense qu'il se passerait s'il était attaqué de cette manière. Gucci n'hésite pas à dire que ce genre d'attaque le réduirait probablement en cendres en un éclair, donc il serait stupide de l'attaquer. Les nouvelles sur le dragon provoquent la panique ailleurs, et le lendemain, Haraku se demande calmement avec quoi la viande de dragon irait le mieux, et décide de faire du vin avec les raisins qu'il avait. L'une des filles est très excitée d'aider, car apparemment, le vin existe dans ce monde et est quelque chose de très précieux. Après avoir cueilli beaucoup de raisins, les filles les écrasent dans quelque chose que Haraku construit spécifiquement à cet effet. Pendant ce temps, Haraku était chargé de remplacer les fûts au fur et à mesure qu'ils se remplissaient. Les fûts étaient fabriqués par l'elfe qui sait comment faire des conteneurs hermétiques. Son nom m'est complètement inconnu, car il y a tant d'elfes dans cet anime que j'ai évité de le mémoriser. Les filles commencent à marcher sur les raisins, mais Tante finit par tomber, alors les elfes proposent de chanter une chanson qu'ils aimaient dans leur village pendant qu'ils travaillaient ensemble. Cela les aide à se synchroniser, et ils s'amusent beaucoup de cette façon, au point que Rurushi les rejoint, emmenant Haraku avec elle, après beaucoup de travail et de plaisir. D'ici la tombée de la nuit, ils finissent par en remplir 16 en tout. En attendant, le dieu du monde les observe et montre à la déesse de l'agriculture à quel point Haraku s'amuse et lui demande de lui pardonner. Cependant, la déesse de l'agriculture est furieuse et refuse de pardonner au dieu, parce qu'il a puni par erreur l'âme d'un humain innocent et a tenté de la sauver en la cachant dans la forêt la plus dangereuse pour faire comme si cela ne s'était pas produit. Il lui a également donné une réplique de la lance sacrée de l'agriculture. Le dieu essaie de s'excuser en disant qu'il l'utilise pour l'instant seulement comme un outil agricole, mais la déesse s'exclame que elle ne lui avait jamais dit qu'elle donnerait cela à un humain. Plus en colère qu'auparavant, elle dit au dieu que cette lance devrait annuler toute la magie et capacité de Haraku, et drainer toute sa vitalité à son utilisation. Même ainsi, le dieu dit que Haraku va bien, grâce aux super capacités de récupération rapide et au corps sain qu'il lui a donné. Malgré cela, la déesse s'exclame au dieu que, comme punition, il devra rester assis à un endroit fixe pendant 300 ans. De retour chez les Erakuganistes, après que le sabbatin ait sonné l'alarme, il rencontre une petite fille vampire dans la forêt. Rurushi est surprise de la voir et la reconnaît comme sa sœur. Peu après, elle est ramenée chez elle et explique qu'après avoir entendu que l'infâme ange tueur la poursuivait, elle décida de la suivre là-bas. Mais Haraku lui dit qu'Anya avait déjà rencontré Rurushi avant elle et qu'elle pouvait se détendre et rester avec eux un moment. Flora le regarde et commente qu'elle trouve difficile de croire qu'il est son mari, car quelque chose ne colle pas. Mais quand elle sent le regard froid de sa sœur sur elle, Flora panique et retire tout ce qu'elle a dit. Rurushi lui fait clairement comprendre que Haraku est en charge de l'endroit et elle maître de tous ces loups infernaux qu'elle a vus, en plus du fait qu'il a également vaincu un dragon à lui seul. Flora comprend alors et s'excuse pour son comportement impoli. Haraku lui dit de ne pas s'inquiéter, mais, changeant de sujet, Haraku se tourne vers Kuro et demande s'ils sont vraiment des loups. En réponse, Kuro lui aboie dessus et Haraku lui demande aussi ce que signifie la partie infernale. Kuro commence alors à libérer une énorme flamme rouge de son museau, et Haraku applaudit d'émerveillement. Pendant ce temps, Rurushi n'arrive pas à croire qu'Haraku a vécu avec eux tous, tant sans vraiment le savoir, car ce sont des bêtes magiques bien connues. Le soir, Haraku prépare un bon dîner pour Flora en s'excusant pour ce que Kuro et les loups lui ont fait subir. Comme vous pourriez vous y attendre, elle était ravie de la nourriture, tout comme Rurushi au début, et elle commença à noter beaucoup de choses pour sa recherche. Au bout de quelques jours, Flora quitte les lieux en hâte, et avec enthousiasme pour préparer ses noces. Un mois plus tard, elle revient accompagnée une série de servantes appartenant à une race d'ogresses. L'une d'entre elles se présente sous le nom d'Anne, représentante de toutes les servantes, et promet de servir Haraku en réalisant chacun de ses souhaits. Haraku précise qu'ils n'ont pas besoin d'être si formels, et demande à Flora sur les animaux qu'elles ont apportés. Flora lui dit qu'ils sont des vaches normales, en disant qu'elle a pris soin d'apporter des vaches qui produisent du lait. Haraku se réjouit alors, disant qu'ils peuvent maintenant faire du beurre et du fromage. Tandis que tout le monde mène sa vie, Anti réalise qu'il y a déjà plusieurs races vivant ici en grand nombre. Alors qu'elle est la seule de la race angélique, cela la décourage, donc elle s'approche rapidement de Haraku et l'avertit qu'elle part pour un moment.
Peu après, Tia revient avec 3 anges armés, sérieux et équipés de gros fusils. Elle a également amené un groupe de lézards dont le représentant s'appelle Daga. Et celui-ci a aussi une poule dans une grotte. Haraku demande si la poule crache du feu. Il est un peu suspicieux, mais sa tante lui assure que la poule qu'il a apportée ne pond que des œufs. Haraku le remercie, disant que les œufs sont très importants pour faire des gâteaux, ce qui rend les filles très heureuses. Grâce à tout le monde, l'endroit où ils vivent est devenu beaucoup plus civilisé. Les servantes, étant des professionnels, sont responsables de nettoyer les chambres et garder les maisons propres. En plus de tout cela, elle cuisine aussi, mais elle ne sait pas comment préparer plus que de très simples plats. Alors Haraku enseigne à toutes les servantes les méthodes de cuisine qu'il connaît, et elles s'intéressent de près à la cuisine et apprennent bientôt à préparer des plats plus élaborés. D'autre part, les 3 anges que la tante a amenés avec elle sont responsables de la patrouille dans différentes zones de la forêt, veillant à surveiller même le moindre mouvement. Et cela est dû au fait qu'après l'attaque du dragon, la tante a décidé que Haraku ne devait pas être la seule protection de tout le monde. Pendant ce temps, les hommes lézards s'occupent des tâches qui nécessitent l'usage de la force. Et, grâce à eux, le travail progresse même plus rapidement qu'auparavant. Haraku pense à toutes les personnes qui vivent maintenant là et réalise qu'il ne peut même pas les compter. À ce moment-là, il s'approche et lui informe qu'il a amené toutes les filles elfes qui erraient encore dans la forêt. En voyant autant de filles, Haraku lui demande s'il y a des hommes. Mais on lui explique que, en fait, il n'y avait pas d'hommes survivants à cette époque. Malgré cela, elle lui assure que tout va bien. Car bientôt, les elfes mâles pourraient commencer à apparaître. Sans poser de questions, Haraku leur souhaite bonne chance et décide de ne pas demander comment ils feront. Quelques jours plus tard, Haraku rassemble tous les différents représentants de toutes les races, et leur dit qu'il veut inventer un nom pour l'endroit où ils vivent. Il explique qu'au début, cet endroit était juste sa petite cabane avec quelques champs cultivés. Mais ensuite, plus de bâtiments ont commencé à apparaître et plus de gens ont commencé à s'y installer. Donc maintenant, l'endroit ressemble à un village, c'est pourquoi il veut lui donner un nom. Et il suggère de le nommer d'après la forêt dans laquelle il se trouve. Et Haraku pense que c'est une bonne idée. Mais lorsqu'il entend qu'elle s'appelle la forêt de la mort, il rejette complètement l'idée, car cela semble trop effrayant. Quelqu'un d'autre suggère alors de l'appeler la ville de la mort, mais ça sonne encore pire. Enfin, Sabaton lève sa patte et désigne la grande porte de la maison. Sans vraiment comprendre, Haraku ouvre la porte et voit le grand arbre qui a toujours été là. Cet arbre lui a offert refuge et l'a guidé pour qu'il ne se perde pas, c'est pourquoi il a officiellement décidé d'appeler cet endroit le village du grand arbre. La nuit, Haraku révèle son nom devant tous les villageois et organise une grande fête pour célébrer avec le premier lot de vin qu'ils ont produit dans le village. Tout le monde s'excite et commence à l'appeler mère, mais Haraku dit que c'est quelque chose qu'ils décideront ensemble plus tard. Néanmoins, Rurushi dit à Haraku que seul lui peut être mère. Voyant cela, tout le monde est d'accord et Haraku accepte avec une grande joie et décide de profiter de la vie qu'il a menée jusqu'à ce moment, en donnant le meilleur de lui-même en tant que maire de ce village. Et ainsi, le village continue d'avancer. Et en tant que maire, Haraku continue simplement à travailler comme il l'a toujours fait. Un jour, il entend l'alarme de Sabudin et est rapidement rejoint par un des anges en patrouille. Viens vous informer qu'un messager du royaume des démons est arrivé. Tia et Rurushi accompagnent Haraku pour voir ce messager et rencontrer Bissell qui se présente et leur dit qu'il souhaiterait avoir une audience avec la personne en charge du site. Haraku se présente en tant que maire et Bissell lui offre un cadeau pour commémorer la rencontre. Il l'informe ensuite qu'il a un message du roi démon qui aimerait discuter de la propriété qu'il a construite dans le royaume démoniaque. Haraku se souvient de ce que Rurushi lui a dit au sujet du roi démon et déduit qu'ils veulent qu'il paie un tribut pour tout le temps qu'il a vécu dans ces terres. Après y avoir réfléchi, Haraku prend son courage à 2 mains et enfin assume ses fonctions de maire. Il dit alors à Bissell que si le roi démon est prêt à les accepter vivant sur cette terre, alors il est prêt à offrir sa part de la récolte comme paiement pour l'impôt à un taux de 10%. Lorsqu'il entend cela, Bissell est surpris et Haraku inquiet, pensant que peut-être le montant était trop bas. Mais, à la surprise de Bissell, il demande nerveusement s'il est vraiment d'accord avec cela. Haraku répond oui et précise qu'il aimerait qu'ils viennent récupérer leur paiement chaque année avant l'hiver. Bissell accepte, finalisant l'accord beaucoup plus rapidement que Haraku ne s'y attendait. Haraku signe l'accord stipulant que l'impôt à payer sera de 10% de sa récolte totale chaque année. Cependant, cela est limité à ce qu'ils cultivent dans les champs, donc il ne leur donnera pas de lait, de miel ou d'alcool qu'ils produisent. Si les gens du roi démon s'intéressent à l'un de ces produits, ils auront des affaires à traiter. Comme Haraku estimait qu'il avait été trop agressif lors des négociations, il finit par offrir un cadeau à Bissell avant de dire au revoir. Rurushi le félicite également pour cela et dit que puisqu'il paie maintenant des impôts
Ils sont techniquement sous la protection du roi démon. Tia commente à quel point la taxe de 10% qu'ils vont payer est impressionnante, car normalement la taxe devrait être de 50 ou 60. Anne mentionne également que l'idée qu'ils viennent collecter chaque année était une très bonne décision parce que cela les force à reconnaître officiellement leur résidence là-bas. Et s'ils ne viennent collecter qu'une fois par an, ils ne pourront pas mesurer avec précision tout ce qu'ils produisent réellement. En d'autres termes, ils ont pratiquement acheté la protection du roi démon avec une taxe royale réduite de 10%. Rurushi se remet alors de bonne humeur car, en plus de tout cela, Bissell leur a donné le médicament tout puissant qui fonctionne s'il est appliqué directement sur une blessure. Quelque chose apparemment très précieux. En même temps, dans le château du roi démon, les généraux parlent à Bissell et ne peuvent pas croire que les habitants de l'arbre géant se soient soumis à ses forces militaires même. S'ils ont la force de vaincre un dragon. Landon ne peut pas y croire non plus et dit qu'ils doivent avoir une motivation cachée. Bissell lui a clairement fait comprendre qu'il avait la même suspicion, mais qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter leur soumission. Après tout, la princesse vampire et l'ange de l'anéantissement étaient là avec le maire. L'homme est choqué d'entendre cela et demande timidement s'il parle de la grande sage Rurushi est le plus puissant de tous les anges. Bissell le confirme et précise que ce n'est pas tout et qu'il y avait aussi une armée de hauts elfes et une meute de laine infernale, et que le groupe qui les a menés à leur chef était le trio d'anges tueurs. Quelque chose qui lui faisait penser que sa vie était finie. Et malgré tout cela, le maire a suggéré qu'il reste sous la protection du roi démon, quelque chose qu'il ne pouvait pas refuser, sinon il serait devenu une force ennemie. Les généraux commencent à trembler de peur, mais leur attention est attirée par le cadeau qu'Hiroko leur a donné. Quand ils l'ouvrent, ils voient des pommes et des fruits qu'ils n'ont jamais goûtés auparavant. Et ils sont les premiers à les essayer, et ils sont surpris de leur bon goût. Cependant, l'attention de Bissell est attirée par la toile enroulée autour des pommes. Et, terrifié, il réalise qu'elle appartient à une grande araignée démoniaque. Une créature dangereuse que les précédents rois démons ont combattue. Quand il entend cela, l'un des hommes se lève à nouveau et part, disant qu'il démissionne, avant longtemps. Cependant, les habitants du Grand Arbre reçoivent une autre visite du véritable souverain du dragon. Le grand dragon incline la tête par respect tandis que son assistant offre un cadeau à Hiroko. De lui, qui est une épée élégante qui semble avoir une grande valeur. Hiroko le remercie, mais demande la raison de sa visite. Gucci explique que son maître a ses gardes positionnés au sud de cet endroit. Et, malgré la distance, il les considère comme des voisins, donc ils ont décidé de leur offrir un salut formel. Hiroko les invite alors à entrer, et le gigantesque dragon assume une forme humaine et devient nerveux. Cependant, Doromu se détend complètement, disant que l'endroit est formidable et que sa boisson aussi, donc il prévoit d'y rester. Puis ses compagnons disent à Doromu qu'il ne peut pas faire ça, car beaucoup de gens seront furieux s'il ne protège pas son foyer. Peu après, ils partent tous les deux avec des pommes en cadeau d'Hiroko. Après avoir reçu des visiteurs inattendus, Hiroko réfléchit à la manière dont les habitants du Grand Arbre vont s'en occuper. Quelques jours plus tard, Araku décide de construire une maison d'hôtes pour les visiteurs. Comme il ne se sent pas à l'aise de les inviter chez lui, les elfes construisent une grande maison pouvant accueillir 30 personnes, car il est probable qu'il y ait de grands groupes de visiteurs et afin de ne pas les effrayer, les elfes fabriquent une cloche pour Sabuton afin qu'ils sachent s'il s'agit d'un visiteur ou d'un ennemi. Ils ont également mis en place un groupe d'accueil avec plusieurs personnes pour surveiller les visiteurs, au cas où un ennemi s'infiltrerait en se faisant passer pour un visiteur. En attendant, Flora sera chargée de surveiller les visiteurs qui restent jusqu'au coucher du soleil, car elle est vampire et n'a pas de problème à rester sans sommeil pendant plusieurs jours. Toutes les préparations sont mises en pratique plus tôt que prévu, car peu après, ils reçoivent la visite d'un groupe de bêtes hommes. L'un d'eux fait clairement savoir qu'il veut établir des relations avec les gens de l'arbre géant. Après les avoir accueillis correctement, il les écoute. Le groupe explique que leur village rencontre des problèmes récemment et que leur commerce est devenu instable entre eux. Pour cette raison, ils cherchent quelqu'un de nouveau avec qui faire affaire et sont allés là parce qu'ils ont entendu parler d'un village qui a conclu un partenariat avec le roi démon. Le lendemain, Gulf parle à Eraku et lui dit qu'ils ont des produits fabriqués à partir de l'or qu'ils extraient dans leur village. Ces produits incluent des peintures, de la vaisselle en argent, du verre, et d'autres choses qu'ils aimeraient échanger contre de la nourriture. Quand il voit tout ce qu'ils lui offrent, Eraku s'excite et dit qu'il veut tout. Et est prêt à leur donner ses récoltes en échange. Ainsi commence sa relation commerciale avec les gens poilus. Après cela, Eraku convainc Doromu de les emmener tous, et de transporter les marchandises en échange d'un gallon de vin. Quelques jours plus tard, ils reviennent du village de Yador après avoir tout échangé. Elle rapporte que le maire du village de Yador a demandé si quelqu'un de son peuple pourrait venir vivre dans le village du Grand Arbre.
Au total, il y a environ 20 femmes et, comme elles ont encore besoin de plus de personnes pour travailler, elles y vont à condition d'envoyer au moins 2 jeunes hommes. Puisque la population du village du Grand Arbre est presque entièrement composée de femmes et qu'Eraku ne supporte pas d'être le seul homme. Quelques jours plus tard, les filles du village de Yador arrivent. Mais quand elles présentent les garçons qu'elles ont amenés, Eraku réalise qu'il y a eu une méprise. Les 3 jeunes sont de petits enfants, donc il n'a d'autre choix que de les accueillir dans son village. Les nouveaux habitants s'adaptent rapidement au village. Bien que certaines des nouvelles filles s'évanouissent encore à la vue de Sabuhutan et du loup, Eraku remarque qu'une d'entre elles utilise la magie et réalise que absolument tout le monde là-bas peut utiliser la magie, y compris les loups et Sabuhutan. Une fois de plus, il commente qu'il est le seul qui ne peut pas le faire. Mais Sina, l'une des nouvelles filles, essaie de le remonter en lui disant que les garçons ne peuvent pas utiliser la magie non plus parce qu'ils ne l'ont pas encore apprise. Eraku pense en lui-même qu'eux aussi le dépasseront bientôt. Mais il se concentre toujours sur les choses qu'il peut faire. Soudain, le bruit d'une explosion et un tremblement le distrait et, avant longtemps, Grand Meria apparaît et l'informe qu'un Berbère et un serpent sanguinaire se battent dans la zone nord de la forêt. Le sol tremble de plus en plus, ce qui inquiète Grand Meria car s'il continue comme ça, cela pourrait affecter la ville et il serait très dangereux de s'impliquer sans un plan. Eraku réfléchit calmement et, après quelques secondes, demande à Grand Meria si les créatures qu'il combatte sont comestibles, et l'ange dit que oui et, malgré le danger apparent, il dit simplement qu'il a toujours voulu savoir quel goût a la viande d'ours. Lorsqu'il arrive, il trouve un serpent géant, en train de combattre l'énorme ours roi de la forêt. Grand Meria suggère qu'il demande de l'aide immédiatement. Mais Eraku lui dit qu'ils peuvent les abattre rapidement. L'ange obéit et Eraku défait facilement les bêtes avec sa lance, voyant le corps du Yujurs qu'il a attaqué. Kiro le fixe, apparemment stupéfait, réalisant le grand pouvoir d'Eraku. Les 3 anges sont également complètement incrédules, car même eux n'ont pas pu abattre un tel monstre avec une seule attaque. À son retour, Eraku prépare une civée de vin avec la viande du ours et frit la viande du serpent, qui finit par avoir le goût de chou moisi. Ensuite, un groupe de personnes âgées libérées par un homme nommé Donovan arrive en visiteur. Donovan commente qu'ils ont entendu dire qu'il a de l'alcool de qualité supérieure dans le village de l'arbre géant, donc ils aimeraient qu'il partage son vin avec eux. En échange, ils peuvent fabriquer de l'alcool à partir d'autres produits de leur champ. Comme ils ont passé leur vie à étudier la production d'alcool, et possèdent la technologie pour le faire. C'est suffisant pour convaincre les filles et, peu de temps après, Donovan et ses hommes se mettent au travail pour produire l'alcool. Après tout le processus, Donovan donne un whisky de maïs fraîchement distillé à Eraku, qui est surpris de voir à quel point il est fort. Après un moment, Donovan et ses hommes finissent par rester en ville, travaillant comme brasseurs. Donc il organise une fête de célébration avec le nouvel alcool. Même Doromu se présente et finit par se saouler comme d'habitude. Des jours plus tard, Sabaton sonne l'alarme et Eraku se prépare à attaquer avec sa lance. Quand il voit un dragon au look hostile s'approcher directement. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, Doromu déplace le dragon hors du chemin. Cependant, un 3e dragon apparaît volant droit vers Eraku, qui n'a d'autre choix que d'attaquer. Son premier attaque frôle de justesse, alors il se prépare à lancer sa 2e attaque. Mais avant qu'il puisse le faire, Gucci apparaît devant lui et s'exclame de s'arrêter. Mais ensuite, Doromu apparaît sous sa forme humaine avec Grafalune, sa femme, et leur fille Lastiman. Il est expliqué que le fait que Doromu s'enfuyait toujours pour aller au village du Grand Arbre éveillait apparemment des soupçons dans son foyer, car il allait toujours au village avec toutes sortes de cadeaux précieux et finissait par passer la nuit à dormir à l'auberge pour ne pas rentrer ivre. Lorsque le malentendu est éclairci, la femme et la fille de Doromu s'excusent auprès de Eraku peu après. La famille Dragon parle de la menace que représente le village de Eraku. La femme de Doromu commente qu'elle n'aurait jamais pensé rencontrer quelqu'un ayant la force de lui exploser la tête. Et Lastiman acquiesce, car sa mère n'a même pas pu se défendre contre l'attaque de Eraku, mais a dû l'esquiver. Sa mère lui dit qu'elle a réussi à l'esquiver grâce à l'araignée, qui est une vieille amie à elle, mais si elle ne l'avait pas mise de côté à ce moment-là, elle ne serait probablement pas en vie, car elle ne peut pas ignorer ce genre de pouvoir. La femme de Doromu dit à Lastiman qu'elle devra vivre avec Eraku pendant un certain temps. Cela sert à garantir que ce pouvoir ne se retourne jamais contre eux, les dragons. Incapable d'argumenter, Lastiman devient résidente du village de l'arbre géant. Étant donné que les Eraku n'ont jamais eu de problème à accepter des renforts dans leur village, Lastiman se présente plutôt nerveusement, demandant d'être appelée Lasti et demandant ce qu'elle doit faire. Elle commence bientôt à travailler dans le village, mais en raison de sa force monstrueuse de dragon, presque tout ce qu'elle fait se termine en désastre. Mais après y avoir réfléchi, Eraku trouve le travail parfait pour la fille et laisse Lastiman en charge des relations diplomatiques de la ville. C'est parce que tout le monde a peur des dragons, dont le pouvoir, les connaissances,
et la sagesse sont également incroyables. C'est pourquoi donner ce poste à Lastiman a parfaitement fonctionné, car quand ce serviteur du roi démon est allé au village pour acheter des oranges, il a fini par en acheter beaucoup à cause de Lasti. Il s'avère qu'elle l'a intimidé sans même essayer. Bissell retourne au château du roi démon et informe les autres généraux que le village de l'arbre géant a maintenant des dragons, et en raison de la puissance militaire qui grandit dans le village, ils doivent surveiller cela. En faisant attention à ne pas être découverts, sinon ils pourraient considérer cela comme une agression. Bissell élabore un plan et peu après, il décide de laisser sa fille, Frorum, vivre dans le village pour enquêter sur les intentions des gens de Big Tree de conquérir le monde. Bien que la fille soit très confiante que ce ne serait pas un gros problème, elle se rend vite compte de l'énorme puissance militaire du village et abandonne toute sa confiance. Néanmoins, elle décide de continuer à travailler dans le village et devient bientôt amie avec Lastiman. Quand l'automne arrive, tout le monde apprécie davantage la nourriture. Un jour, en mangeant un ragoût avec les filles, Hiraku mentionne qu'il serait beaucoup mieux s'ils pouvaient manger des fruits de mer. Cela capte l'attention de tous et il demande immédiatement ce qu'il entend par fruits de mer. Hiraku explique qu'il parle de choses comme la morue, le crabe ou le lot. Car avec ces ingrédients et d'autres, il pourrait faire une soupe bien meilleure. Flora commence à enquêter sur ce qu'il a dit, tandis que sa tante se demande si les crabes peuvent vraiment être mangés, étant donné qu'ils sont très durs et sauvages. Malgré toutes leurs réserves, leur excitation l'emporte sur eux, et ils se lancent immédiatement dans l'aventure. Et l'idée qui leur vient est d'aller dans une ville portuaire qui existe à l'intérieur des frontières du royaume démoniaque, au sud du village, où ils font beaucoup de commerce de produits marins. Ils pourraient y trouver du poisson, mais ils devraient demander de l'aide à un marchand. Lassie propose de les y emmener, et les deux se mettent en route immédiatement. 3 jours plus tard, ils reviennent avec Michael, le président de la Goron Company. Après s'être présenté à Hiraku, il lui montre tous les produits marins qu'il a rapportés de la ville. Michael est très direct lors de sa visite et fait comprendre que son objectif est de suggérer davantage d'opportunités pour qu'il consomme des produits et fasse des affaires. De plus, il propose de devenir le fournisseur officiel du gouvernement pour le peuple des grands arbres, ce qui signifie qu'il veut s'occuper de tout le commerce entre eux et le monde extérieur, car il peut obtenir beaucoup plus de valeur en échangeant les produits précieux qu'ils produisent. Tia et Lucie se chargent de jeter un œil à la liste des produits que la société de Michael vend, et après avoir discuté de plusieurs questions importantes, Michael retourne dans sa ville natale, bénéficiant d'un trajet avec Lassie. Hirako commente que Michael semble être un négociateur habile, donc ce sera un grand aide de l'avoir pour gérer leurs négociations, surtout s'ils finissent par réaliser plus de profits grâce aux négociations. Et bien qu'il semble être un marchand plus habile et calme, quand il s'éloigne suffisamment du village, Michael montre toute la peur qu'il cachait. Il est très heureux d'avoir survécu et d'avoir réussi pour finir son accord avec ce groupe effrayant. Il part heureux car c'était la meilleure affaire de sa vie. Après tout cela, Hiraku et les filles essaient enfin des fruits de mer authentiques, ce qui s'avère très bon, un peu plus tard. Pour la 3e fois, un dragon attaque le village et la escadrille des 3 anges ne parvient pas à l'arrêter. Hiraku regarde alors attentivement le dragon, se demandant s'il pourrait être lié à Doromo. Mais le dragon reste immobile pendant quelques secondes sans rien faire. Le regarde simplement puis lance une traînée de feu dans la forêt, montrant sa puissance et le défiant pratiquement. Hirako utilise ensuite sa lance et, en quelques secondes, abat le dragon, le faisant tomber dans la forêt. Quand il va enquêter, il trouve une fille qui admet sa défaite et se rend nonchalamment. Hiraku lui demande pourquoi elle a brûlé la forêt, mais la fille ne peut pas trouver d'excuse. Cependant, Doromo semble inquiet et s'excuse auprès de Hirako, en expliquant qu'elle est Hakuren, sa sœur aînée. Hakuren dit que c'est toute faute de Doromo, parce qu'elle lui avait dit un jour qu'elle donnerait à Lasti l'épouse du maire du village venant du grand arbre. Alors elle a décidé de les attaquer, parce qu'elle voulait voir par elle-même quel genre de personne Lasti épouserait. Doromo s'exclame qu'il a probablement dit quelque chose comme ça, mais seulement quand il était ivre, ce qui ne surprend pas Hirako. Hirako demande si elle ne pouvait pas le visiter normalement, mais Hakuren répond qu'elle voulait jouer avec lui un peu, depuis que tout le monde parle de sa force. Il voulait aussi se défouler, car il ne pouvait pas croire que sa nièce, qui avait 900 ans de moins que lui, ait trouvé un mari avant elle. Hiraku la gronde, disant qu'elle veut jouer, mais qu'elle ne peut pas causer des ennuis aux gens. Après avoir été réprimandée, Hakuren n'a d'autre choix que de nettoyer le désordre qu'elle a fait. Quelques jours plus tard, Hakuren s'adapte facilement au village et mange de manière décontractée avec Doromo, comme si elle se trouvait chez elle. Lasti s'excuse pour le comportement de sa tante qui lui cause beaucoup de problèmes. Mais Hiraku la rassure en disant qu'il n'y a rien à s'excuser.
Après avoir mangé, Hakuren dit qu'elle a entendu dire qu'il y a des jeux de société vraiment amusants dans le village, alors elle demande à Hiraku de participer à quelques parties de jeux suivies par Hakuren, Doromo et Lasti. Et bien sûr, Hiraku décide de jouer aux manilles. Mais sur demande de la tribu du dragon, ils font un pari selon lequel le perdant devra retirer un vêtement comme punition. Voyant la dangereuse compétitivité des dragons, Hiraku s'inquiète et a le sentiment que tout va mal tourner. Peu après, son inquiétude grandit lorsqu'il réalise que les dragons détestent vraiment perdre, ce qui les pousse à commencer une partie très sérieuse de Mahjong. Après plusieurs parties, les inquiétudes d'Hiraku se réalisent, car il est le seul à se retrouver avec un seul vêtement. Malheureusement, il finit par perdre la dernière partie et est obligé d'y aller nu. Pendant ce temps, au château du roi démon, les généraux s'inquiètent aussi car ils ont reçu des informations selon lesquelles l'ancien dragon Hakuren a été aperçu dans le village du Grand Arbre, donc il a maintenant assez de pouvoir pour conquérir un pays. On demande au roi s'il ne reste pas là à ne rien faire, mais le roi démon Galgardo n'est pas du tout intéressé par le sujet, et il fait remarquer à Bissell que sa fille est de mauvaise humeur ces derniers temps puisqu'elle ne lui a rien dit de toute la journée à part bonjour, donc il craint qu'elle soit dans sa phase rebelle. Un de ses généraux essaie de revenir au sujet et l'avertit qu'il doit se concentrer sur la préparation de ses forces militaires immédiatement. Mais quand il essaie de parler à Landon, il découvre qu'il a fui, laissant seulement sa lettre de démission à moitié écrite. D'un autre côté, après avoir attaqué le village de Big Tree, Hakuren décide de rester et, comme elle est douée pour ça, elle devient enseignante dans le village. L'enseignement de la lecture, de l'écriture et des mathématiques. Un jour, quelques femmes Lamia visitent le village, portant des trésors et demandant qu'on épargne leur vie. Elles expliquent qu'à un moment donné, les enfants de Kiro ont décidé de dégager une geôle qu'ils avaient trouvée au milieu de la forêt, et les filles ont été forcées de fuir rapidement leur maison. Bien que les loups ne sussent pas ce qu'elles faisaient, elles leur ont causé beaucoup de ennuis, donc Araoku a décidé d'échanger les pierres précieuses que les Lamias avaient extraites pour partie de ses récoltes. Araoku leur dit qu'il souhaite qu'elles continuent à échanger, et elles sont très heureuses de cela. Les filles retournent dans leur maison d'origine. Après cela, les Lamias ont formé le service de livraison des Lamias et ont commencé à transporter le produit commercial du village, devenant des voisines fiables. Et avec cette augmentation du commerce avec d'autres villes et régions, le village atteint un nouveau niveau, donc Araoku décide d'élargir et de planter encore plus. D'autre part, dans un château, 3 filles parlent de puissance militaire, que les habitants du Grand Arbre accumulent, croyant qu'ils prévoient peut-être quelque chose de très mauvais. Elles commentent qu'elles convainquent probablement Frorum de rester là-bas, pour pouvoir l'utiliser comme otage si nécessaire. Il demande donc à la princesse de commencer à rassembler ses troupes immédiatement, avant qu'il ne soit trop tard. La princesse accepte, disant qu'ils doivent vaincre le village et sauver Frorum. Pendant ce temps, Frorum travaille tranquillement dans son bureau, car elle est responsable des comptes du village. Son père Vice lui rend visite peu après et l'informe qu'elle est la fille du roi démon, que la princesse Yuri rassemble des troupes et se prépare à une campagne militaire. Frorum est surprise et demande pourquoi la princesse ferait une chose aussi absurde. Et Bissell explique que, depuis son départ, certains de ses partisans ont pris l'avantage de cela pour remplir la tête de la princesse de demi-vérité, et par des suiveurs. Elle parle vraiment des 3 filles de personnes très importantes qui, selon Frorum, sont comme un trio d'idiots politiquement puissants. Bissell révèle que l'endroit qu'il prévoit d'attaquer est le village du Grand Arbre, et Frorum se fâche, disant qu'il devrait savoir à quel point ce village est ridiculement puissant, après tous les rapports qu'elle a envoyés. Son père explique que les rapports semblaient si ridicules qu'ils commençaient à paraître irréalistes, et, bien qu'il ait essayé de convaincre le roi des démons d'arrêter tout, il est très indulgent envers sa fille, donc il n'a rien fait. Bissell dit que les troupes de la princesse se sont mobilisées. Le lendemain, ses forces comptent 300 hommes. Il fait comprendre à Frorum qu'elle ne peut pas stopper la princesse seule, car si elle le fait, elle sera considérée comme une ennemie du royaume des démons. Donc il vaudrait mieux demander à quelqu'un du village de vaincre les forces de la princesse, puis ils abandonneront et rentreront chez eux. Cependant, ils ne peuvent pas non plus laisser tout le monde savoir à propos de cette situation, car cela pourrait se terminer par la destruction violente du royaume des démons. Donc, en gros, Frorum doit montrer aux troupes les différences entre la puissance militaire, sans réellement mobiliser les forces du peuple. Le lendemain, les jeunes filles prennent sur elles de démontrer leur monstruosité. Force, aux soldats de la princesse, créant le chaos sans effort. En l'espace de quelques secondes, absolument tous les soldats se rendent dans la terreur, suppliant pour que leur vie soit épargnée. Après avoir été témoins de cela, les 3 filles qui ont tout déclenché apparaissent dans le village. Là, Frorum explique à Araku qu'il devrait vivre dans le village de manière menaçante, et les filles disent qu'elles feraient n'importe quoi pour y vivre, disant qu'elles travailleront comme si leur vie en dépendait.
En plus des 3 filles, la princesse Yuri apparaît également, mais Frorum omet le fait qu'elle est la fille du roi démon et ne dit pas à Haraku, disant qu'elle n'est pas quelqu'un qui a besoin d'un traitement spécial, et qu'elle devrait être mise au travail pendant qu'elle est ici. Haraku demande alors à Frorum de lui montrer le village, et, lorsqu'il la laisse seule, Frorum prévient que si elle travaille honnêtement, leur attaque sur le village sera pardonnée. Après leur avoir fait faire le tour, le trio de nobles femmes parle de la façon ridicule dont il est que des personnes aussi importantes qu'elles doivent rester dans un endroit au milieu de nulle part. Puis, pendant la nuit, les 3 essaient de s'échapper, mais s'évanouissent de peur à la vue des loups infernaux et de l'un des fils de Sabaton. Après plusieurs tentatives infructueuses, elles abandonnent complètement et aident Frorum avec la montagne de paperasse qu'elles doivent faire, devenant les filles de la mairie. Pendant ce temps, après avoir bien connu le village pendant quelques jours, la princesse Yuri est très surprise, disant qu'elle ne peut pas croire qu'il existe un tel monde en dehors du royaume démoniaque. Elle admet qu'elle a toujours été très ignorante concernant le monde extérieur, allant jusqu'à essayer d'apporter guerre et conflit à un peuple aussi paisible et merveilleux. Pendant plusieurs jours, la princesse et les filles du conseil municipal ont passé la plupart de leur temps à aider à cultiver les plantes, à travailler sur les activités du village et à socialiser avec les enfants et les villageois. Au bout d'un certain temps, la princesse Yuri finit par partir, disant qu'elle a beaucoup appris durant son séjour, pour lequel elle est très reconnaissante. D'autre part, les filles du conseil municipal prennent du retard, car après si longtemps, elles étaient ravies de la nourriture du village et des autres avantages. Elles décident donc de rester en prétextant qu'elles ont encore beaucoup à apprendre, et qu'elles ont encore beaucoup de travail à faire. Après le départ de Yuri, il était enfin temps pour les récoltes d'avant-hiver et, en conséquence, elles ont récolté tellement que les légumes ne rentraient même pas dans l'entrepôt. À cause de cela, Lasti demande si elle peut emporter quelques récoltes à son père, ce à quoi Heraku accepte sans aucun problème. Hakuren demande alors s'il peut aussi prendre des récoltes pour son père, mais, par pure curiosité, il demande qui sont ses parents. C'est là qu'il découvre que les parents d'Hakuren sont redoutés, des dragons qui vivent séparément au nord et au sud. Connus comme étant les dragons empereurs du nord et du sud, Hakuren part apporter les récoltes à ses parents, tandis que Lasti apporte les récoltes à ses parents. Ensuite, Lasti se dirige vers la ville pour déposer les récoltes qui seront envoyées là-bas. Pendant qu'elle y est, elle reçoit une demande pour exterminer un monstre qui attaque le marchand pour ça. Le monstre s'avère être un type de poisson, dont Heraku avait parlé plus tôt. Donc Lasti s'excite et défait le monstre avec facilité, puis apporte à Heraku de la viande de la créature, qu'il lui donne en remerciement pour avoir vaincu le monstre. D'un autre côté, quand Hakuren revient, elle amène avec elle un groupe d'elfes des montagnes qui voulaient s'installer dans ce village. Le chef du groupe explique qu'ils habitent normalement dans les montagnes, mais récemment, ils ont eu du mal à trouver de la nourriture. Heraku n'a pas besoin d'en entendre plus et commence immédiatement à réfléchir à un plan, pour voir où ils peuvent séjourner pendant qu'ils construisent leur futur foyer. Cela rend le groupe d'elfes des montagnes très heureux, et, peu après, ils deviennent officiellement des résidents du village. Alors, le temps passe et, progressivement, l'automne disparaît au fur et à mesure que l'hiver approche. Puis, un jour, Heraku se rend dans la chambre de Rurushi car, apparemment elle n'allait pas bien depuis quelque temps et était alitée. Tia et Sina la visitent, mais après lui avoir posé des questions et écouté ses symptômes, elle conclut qu'elle est enceinte. Cela surprend à la fois Rurushi et Hikaru. Suffisamment de temps passe pour que le ventre de Rurushi s'arrondisse beaucoup. On explique que le village était en émoi de joie lorsqu'ils ont appris la grossesse, tandis qu'elle finit par être la plus calme à ce sujet. Heraku finit par s'inquiéter pour elle tous les jours, même si Rurushi lui assure qu'elle va bien. Alors Heraku retourne à sa routine, s'assurant que les choses dans la maison sont en ordre et protégeant les cultures des nuisibles. Aucun des nuisibles de jardins normaux qu'il connaît n'existe dans ce monde. Au lieu de cela, il y a de étranges choses noires qui vivent sur les plantes et mangent leurs feuilles. Heureusement, les enfants de Sabiton ou Kuro et les autres les détectent facilement. Donc ils n'ont pas encore causé de dégâts réels, puisque le moyen de s'en débarrasser est tout simplement d'utiliser l'outil agricole tout-puissant comme un arrosoir, qui apparemment a le pouvoir d'éliminer les nuisibles de jardin. Les champs qui ont été étendus sont devenus assez grands, donc il est maintenant plus facile de les contrôler. Cela dit, Heraku est très heureux de voir tous les récoltes progresser et les animaux aussi après tout. Les vaches ont donné naissance à des veaux. Heraku s'efforce alors d'améliorer le village de plus en plus, et construit même une parcelle de belles fleurs pour la décoration. En plus de l'agriculture, il s'occupe aussi de toutes sortes de choses que les villageois lui demandent, y compris des jouets pour les enfants, ce qui est facile pour lui grâce à ses outils agricoles, bien qu'il n'ait pas d'expérience en construction. De temps en temps, tous participent également à l'entraînement au combat, comme Annele, la servante a conseillé au cas où un jour ils auraient besoin de se battre. Puis, un jour, Heraku a reçu des nouvelles qu'il y avait un homme étrange dans le village. Quand Heraku va enquêter, il trouve un homme étrange se prosternant
devant la statue du dieu du monde depuis un certain temps. Peu après, il découvre que son nom est Valgrave, le progéniteur des vampires et, techniquement, le grand-père de Rurushi et Flora. Il explique que lorsqu'il a entendu que Rurushi était enceinte, il était sûr qu'il devait y avoir une erreur. Mais quand il l'a vue, il a réalisé que c'était vrai. Il était seulement surpris parce qu'il semble que les vampires ont tendance à continuer leur par le sang, en formant de nouveaux pactes sanguins, mais cela se produit rarement. Même ainsi, Valgrave est heureux de dire que les enfants sont une richesse. L'homme s'excuse ensuite d'être entré dans le village sans le saluer et explique qu'il avait initialement l'intention de jeter un coup d'œil et de partir, mais qu'il a été attiré par la statue sous le grand arbre, car c'est une superbe représentation du grand créateur. Eraku lui demande alors s'il a jamais rencontré Dieu, et Valgrave lui dit oui. Une fois, lorsqu'il est né, assure-t-il, Dieu lui a dit de travailler dur, bien qu'il naîtrait avec un corps légèrement en surpoids. Valgrave explique qu'il se souvient de cette divinité, mais pour une raison quelconque, il ne peut pas s'en souvenir. L'apparence exacte et, même après avoir essayé un nombre incalculable de fois, il n'y est jamais parvenu. Il crée quelque chose d'aussi proche de lui que Eraku l'a fait, aussi excité que l'homme puisse être. Eraku lui fait clairement comprendre que la statue appartient au village, donc il ne peut pas la lui donner. Valgrave est visiblement déçu, mais Eraku décide alors de sculpter une autre statue pour lui, ce qui le rend très heureux. Peu de temps après, Valgrave remercie Eraku pour avoir fait une statue pour lui et demande à Eraku de veiller sur Urushi. Eraku commente que, finalement, il s'est avéré être une personne facile à gérer. Cependant, Flora lui dit que cela ne devrait pas être le cas, car il est une personne incroyablement importante et de haut rang dans l'église. Quelque chose que Eraku ne savait pas. Valgrave, pour sa part, revient au temple après 50 ans, disant qu'il souhaite mettre la statue que Eraku a faite au meilleur endroit. L'ancien en charge du temple est fasciné lorsqu'il voit la statue, disant qu'ils doivent s'assurer que tout le monde connaisse le nom du sculpteur. Cependant, Valgrave répond que ce n'est pas une bonne idée, car Eraku ne semble pas être le genre de personne qui veut se faire un nom en faisant des statues. Et il ne veut rien faire qui perturbe sa vie paisible. Même ainsi, il s'assure qu'il puisse le soutenir en silence, alors il ordonne au vieillard de dire à tous les autres temples de respecter les gens de l'arbre géant. Quelque temps plus tard, Valgrave envoie à Eraku un piano de luxe, mais Eraku refuse de l'accepter comme paiement pour la statue. Valgrave dit alors que c'est un cadeau pour célébrer la grossesse de Rurushi. Le piano est placé dans la salle à manger de la mairie, et peu après, ils apportent un autre piano pour pratiquer, à la demande des filles du conseil de la ville, qui n'osaient pas jouer du piano plus élégant par peur. Les pianos ont eu un grand succès, car tout le monde voulait jouer, bien que seuls Frorum et les filles du royaume démon pouvaient jouer correctement. Mais même ainsi, tout le monde s'est assuré de pratiquer et ils ont progressé. L'anime se termine avec tout le monde heureux, y compris Eraku lui-même et Rurushi. Et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un commentaire sur l'anime que vous aimeriez voir résumé. Je doute que vous puissiez commenter le nom d'un anime que je n'ai pas encore regardé.